Workplace Magazine présente Studio W, un nouvel éclairage sur l'environnement de travail. Dans cette nouvelle série de podcasts sur le bureau serviciel, on s'interroge sur le rôle et la valeur du bureau et sur la manière d'intensifier ses usages. 20%, c'est le taux d'usage moyen aujourd'hui des bâtiments en France et les immeubles de bureaux ne font pas exception. Depuis la crise du Covid, on le sait, la situation s'est même encore dégradée avec la montée en puissance du télétravail. Devant cette réalité, certaines entreprises explorent désormais de nouvelles voies. L'idée, intensifier les usages en abandonnant le modèle rigide du bureau monofonction pour aller vers plus de polyvalence et de partage. Le principe est séduisant, mais dans la pratique, la mutualisation et l'hybridation des usages ne s'improvisent pas. Alors pourquoi et surtout comment s'engager dans une telle démarche ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Delacasa, chargée de développement durable et d'immobilier solidaire chez Novaxia. Bonjour. Bonjour. Alors comment présenter le groupe Novaxia ? Sur votre site, vous vous définissez comme une référence de l'épargne immobilière à impact et un pionnier du recyclage urbain. Expliquez-nous un peu ce que ça signifie concrètement. Oui, Novaxia, c'est une entreprise d'investissement dans le recyclage urbain. Ça veut dire qu'on crée des fonds dans l'immobilier et la grande tendance, ça va être d'acheter des bâtiments obsolètes, dont vous parliez tout à l'heure. On y voit effectivement énormément de valeur. L'objectif, ça va être de les transformer vers des usages plus contemporains. Donc, la grande tendance, ça va être le bureau en logement, puisqu'il y a une véritable pénurie sur ce sujet-là. Donc, vous le comprenez, dans le modèle de Novaxia, le recyclage urbain est fondamental. Aujourd'hui, cet immobilier obsolète, c'est majoritairement quel type de bâtiment ? Nous, généralement, ça va être beaucoup de bureaux en général, très peu de logements. Ça va être surtout des entrepôts. On a des imprimeries, donc logiquement, voilà, c'est obsolète, ça le devient de plus en plus. On en a 2 dans notre parc. Et des garages, voilà, ça va être souvent des objets immobiliers, soit bureaux, soit un peu qui vont dans tous les sens et sur lesquels on voit beaucoup de valeur pour aller plutôt vers du logement. Alors comment, depuis cette activité de recyclage d'immobilier, de bâtiments obsolètes, vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet d'intensification des usages ? Tout simplement parce qu'effectivement, si on reprend le fil un peu, le recyclage urbain, ça consiste, en fait, la base, ça va être le zéro artificialisation nette des sols. C'est-à-dire qu'on va vraiment prendre soin de ne pas aller artificialiser de la pleine terre. Ça, c'est l'objectif absolu. Donc, c'est pour ça qu'on va aller vers des bâtiments ou du foncier qui est déjà pollué ou avec du bitume, etc. Donc, ça, c'est la base. Donc, on a pris l'habitude depuis des années de prendre soin du foncier. Et petit à petit, on s'est aussi dit que finalement, quand un bâtiment est vacant, il a encore une fois beaucoup de valeur. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'a pas de valeur économique à un instant T. Par contre, il a une valeur d'usage. Donc ça, on est allé la chercher à travers la démarche qu'on appelle occupation temporaire, qui consiste à mettre à disposition ces bâtiments vacants à des acteurs à impact. Donc ça, on l'a fait une 40aine de fois sur une 40aine de bâtiments. On a des résultats très probants avec le monde de l'ESS, donc ça nous a permis de vraiment faire ce lien-là avec le monde de l'ESS. L'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. Donc ça représente quand même 10% des emplois en France. Donc c'est des activités qui sont généralement d'utilité sociale ou environnementale, etc. Et qui aussi ont un modèle plus contraignant économiquement, donc qui ont plus de mal à s'insérer dans le secteur, dans le marché immobilier classique. Et donc c'est là où apporter une solution, même temporaire, mais avec moins de loyer, est intéressante. Donc, avec cette expérience-là d'occupation temporaire, on a mis la première brique à ce qu'on appelle l'immobilier solidaire. Et la deuxième, ça a été justement l'intensification d'usage de notre siège social. Parce que, fort de l'expérience en fait, de plusieurs années d'occupation temporaire, on s'est dit, le jour où on était en train de concevoir notre nouveau siège social, qui allait être absolument splendide, on le sentait rien qu'au coup de crayon des architectes, on s'est dit, mais il va être génial, il va être clé en main, mais le soir et le week-end, il sera vacant, ce qui représente 70% du temps. Et à partir de là, c'est le président fondateur de Novaxia, Joachim Azon, qui a eu ce réflexe de dire
je fais pas ça pour avoir un bâtiment 70% vacant du temps. Je vais donc pousser mon équipe pro de l'occupation temporaire à aussi occuper mes bureaux. Et c'est comme ça que l'intensité d'usage a commencé chez nous, sans qu'on ait le mot. En plus, on n'avait pas encore ce mot, on avait juste ce constat de... On a ce temps devant nous de vacances, il faut l'utiliser. Alors juste peut-être avant de rentrer plus en détail sur cette partie d'intensification et la démarche que vous avez concrètement mis en œuvre, le siège social, il est situé où ? C'est Paris 15e, à 20 minutes à pied de la Tour Eiffel. 3000 m², je crois ? 2000. 2000, d'accord. 2000. Et combien de collaborateurs ? On est un peu plus d'une centaine. Et alors, on est même 120. Et ces 2000 m² qui sont extrêmement intéressants parce que généralement, à Paris, surtout, on les imagine verticales. Et en fait, là, ils sont tout en horizontalité. Ils sont sur 2 étages. Il faut dire que c'est une ancienne concession. Donc Exactement. à l'époque, on pourrait faire rentrer des voitures. La verticalité n'était pas forcément une bonne idée. Exactement. Donc ça se transforme en un avantage, y compris effectivement pour recevoir des activités telles que la vôtre. Alors ça, c'est le constat. Effectivement, l'ambition, comment vous avez mis ça en œuvre, avec quels partenaires, avec quels moyens, et puis ce qui va intéresser nos auditeurs un petit peu, quelles sont les contraintes et les obstacles ? Parce que c'est vrai aujourd'hui, couvrir ces bureaux à l'extérieur, ça séduit, mais ça effraie aussi beaucoup d'entreprises. Effectivement. Alors nous, on a eu cette chance d'avoir, dès le moment de la conception, cette idée-là, et aussi la volonté d'avoir un espace commun. Ça a été, même avant d'avoir l'idée de l'intensité d'usage, on voulait un espace commun qui permette aux collaborateurs des deux filiales, Novaxia Développement et Novaxia Investissement, de se réunir à un même endroit qui servirait de pause café, cantine et plénière. Et donc cet endroit-là, on l'a fait aussi proche de l'entrée. Et ça, c'est un point très important pour permettre justement une accessibilité plus facile pour les structures extérieures, que ce soit nos invités, finalement nos partenaires, ou justement nos invités d'intensité d'usage qui n'ont rien à voir avec Novaxia pour le coup, mais qui peuvent rentrer facilement dans les lieux. Donc ça a été un point très important. Le deuxième, c'est que, mine de rien, on avait pensé beaucoup de choses à partir du lancement de l'idée. On a imaginé même un tiers-lieu, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup se développer. Et à force de discussions avec des porteurs de projets, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même qu'on reste chez Novaxia, qu'il y ait vraiment l'empreinte Novaxia. Donc ça, déjà, on s'est dit, OK, on ne va pas inviter quelqu'un d'autre chez nous à plein temps. On va le faire on va revenir aux bases, c'est-à-dire le soir et le week-end, on peut inviter du monde extérieur. Et donc à partir de là, on s'est dit qui peut faire ça, parce que là, il y a une grosse question d'humain. Il faut de la logistique, il faut de l'opérationnel. Et donc là, on s'est dit très bien, on va aller chercher un monde un secteur qui connaît très bien l'entreprise, c'est la conciergerie. Et là, on est allé démarcher des conciergeries qu'on estimait un peu innovantes. Et il y en a une, effectivement, qui nous a absolument comblés, puisqu'elle a proposé un nouveau service. Elle a inventé avec nous et avec nos besoins pour trouver à la fois une nouvelle collaboratrice qui allait vraiment être dédiée à ça et qui pourrait s'appuyer sur son équipe à la conciergerie. Donc, c'est la conciergerie Félice. Que je remercie de s'être lancée dans cette aventure. Et donc, il y a eu une personne qui a été dédiée pendant 5 jours au début, et donc qui a fait une grosse question de démarchage. Et ensuite, il y a eu la question aussi de tout ce qui est administratif, par exemple, signer des contrats, parce qu'à chaque fois, chaque structure extérieure doit signer un contrat pour la question assurantielle, etc. Et donc, c'est grâce à cette personne, en fait, c'est cet investissement, en fait, humain qui a permis au projet de vraiment se développer. On va revenir sur vraiment la gestion, parce que rien qu'avec vos quelques explications, on comprend bien l'ampleur des transformations et du changement d'état d'esprit aussi que ça réclame Oui. Pour intégrer ce type d'activité. Peut-être sur un plan plus technique, il me semble que dès le départ, le siège social a été conçu avec un statut d'ERP. Effectivement, en fait, on a un ERP au rez-de-chaussée
Donc ça fait une salle d'attente et en même temps un espace qui peut, le soir et le week-end, accueillir des brocantes, de la vente, etc. Par contre, en haut, la salle commune n'est pas ERP, mais on avait réfléchi dès le départ quand même avec les architectes et tout ce qui était sécurité et normes, que c'était complètement possible d'inviter des structures extérieures à condition que ce soit sur liste d'invités. D'accord. Et donc là, il n'y avait aucun souci pour accueillir ça. Et en vérité, la majorité de nos événements se passent dans cet espace commun qui a vraiment beaucoup d'allure, qui a un amphithéâtre qui est parfait pour accueillir des événements. Alors aujourd'hui, quel type d'événements, quel type d'invités vous recevez dans vos bureaux ? En fait, on a plusieurs invités. Déjà, bien sûr, on a nos partenaires. Enfin, c'est quand même eux qu'on va aller privilégier. Donc, quand ils ont besoin, bien sûr, on leur met à disposition. Et ensuite, on va avoir aussi en fait, nos partenaires d'occupation temporaire qu'on connaît bien parce qu'on leur a mis à disposition des bâtiments entiers. Donc, on se dit, bon, les bureaux, il n'y a aucun souci. Donc, on a notamment le Secours populaire qui a fait ses AG, qui a fait une brocante pour justement récolter de l'argent pour des projets au Maroc. On a la Protection civile au moment des JO qui a formé tous ces nouveaux bénévoles qui ont dû augmenter largement par rapport à leur mission. Et donc, ils ont formé ces bénévoles chez nous. Enfin, voilà, il y a énormément d'actions et il y a aussi, bien sûr, beaucoup d'associations qu'on ne connaît pas. Là, j'ai cité les plus connues, mais des associations plus confidentielles, mais qui ont un vrai rôle à jouer dans nos villes et qui, là, en profitent pour, généralement, c'est souvent remercier les bénévoles. Ça, c'est quelque chose d'important pour ces assos ou pour se faire connaître. Alors si je comprends bien rapidement, vous avez fait le choix de ne pas aller dans cette logique de coactivité, c'est-à-dire de séparer la vie du bureau lorsqu'il est dans son activité de bureau, c'est-à-dire chargé de recevoir les invités, on va dire, dans le cadre de l'activité professionnelle et les salariés. Donc de bien séparer les deux activités, la partie ouverture à l'extérieur et cette partie en journée qui reste avant tout réservée au travail de Novaxa et de ses collaborateurs. Exactement. Déjà, je l'ai dit au début de la conception, on s'imaginait... On a compris en fait déjà qu'il fallait séparer les choses, mais quand même, quand on a eu les premières demandes, il y en avait certaines qui allaient un peu sur les horaires de bureau et on les acceptait quand même. Et en fait, à force, 2, 3, 4, 5 fois en un trimestre, de ne pas pouvoir aller chercher son café comme on veut, de ne pas pouvoir manger comme on veut dans ce qui est notre cantine aussi, on s'est dit, il faut mettre plus de règles, mais des règles qui vont permettre à chacun d'être plus confortable. Parce qu'il faut dire que quand on va chercher notre café, on va aussi déranger une conférence ou une AG. Donc l'idée, c'est vraiment, effectivement, chacun son temps. Et donc, il y a le temps du bureau et le temps d'après des invités, si vous voulez. Donc concrètement, vos bureaux, ils sont accessibles à partir de quelle heure ? Enfin, accessibles, ouais. J'entends, c'est pas les portes ouvertes, mais à partir de quelle heure on peut avoir accès en réservant, en se mettant d'accord En fait, quand on nous demande un événement, on dit oui, c'est possible de mercredi soir à dimanche, en gros. Enfin, de mercredi soir à vendredi soir, à partir de 18h. Avant 18h, il faut qu'il y ait absolument personne, même pour organiser, etc. Si c'est pas possible, ça veut dire que c'est pas le bon lieu. Et ensuite, par contre, le week-end, c'est absolument libre. Et là, c'est dès le matin que c'est possible. Et là, à ce moment-là, on va donner toutes les instructions. La question de la communication est très importante pour que ensuite les lieux soient rendus en parfait état à ce moment-là. Mais il y a une vraie question de communication, de dire comment ça fonctionne. Et après, les gens sont souvent en autonomie dans les horaires que j'ai donnés. Alors, vous l'avez dit, vous avez été accompagné par une conciergerie, mais est-ce qu'il a fallu aussi, en interne, intégrer de nouvelles compétences ? Déjà, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on a pu défricher beaucoup de choses avec la conciergerie. Et en fait, ce qui est important de dire, c'est qu'au départ, c'était 5 jours. Et en fait, au bout d'un moment, c'est devenu 2. Parce qu'on avait défriché tout ce qu'il fallait, on avait les process en place, on a expérimenté et donc il suffisait de 2 jours pour traiter toutes les demandes et que ça fonctionne bien. Donc vous l'avez bien compris, au moment des événements, il n'y a pas forcément quelqu'un pour accueillir, etc. Il y a cette question d'autonomie, donc ces 2 jours permettaient aussi de faire des premières visites pour repérer les lieux pour les structures invitées. Et comme ça, après, tout était bon. J'imagine qu'il faut quand même une structure d'accueil, une sécurité. Derrière le passage d'agent de propreté. Alors, très bonne question. Donc déjà, la question de l'accueil, de la sécurité, ça, en fait, on peut tout faire à distance.
Donc bien sûr, dès que le contrat dit que ça finit à 23h, on dit par contre l'alarme sera réactivée à 23h. Il vaut mieux sortir en fait. Donc, sortez, parce que vous allez avoir très mal aux oreilles. Et après, pour la question d'accueil, non, enfin vraiment, il y a une vraie question de confiance, mine de rien. Et donc c'est pour ça qu'il y a une vraie question aussi de sélection. Oui. Donc ça fait partir, par exemple, des expertises qui vont être importantes d'avoir. Donc, mais pour tout ça, en fait, il y a justement un métier, mais qui va bien avec ce que nous, on a expérimenté en occupation temporaire. Donc, on a pu aussi faire un échange de compétences dès le début. J'ai pu un peu former, en fait, la personne de la conciergerie là-dessus, qui, bien sûr, elle venait avec ses propres connaissances. Et ensuite, maintenant, en vérité, même, l'histoire avec la conciergerie s'est terminée. Et tout simplement, c'est en interne que les compétences ont été reprises. Il y a eu une passation et donc l'office manager est en capacité de faire un certain nombre de tâches. La partie communication en prend une autre et en fait, ça se répartit en interne. Et est-ce que c'est pas finalement la meilleure manière de fonctionner quand les fonctions sont intégrées en fait à des métiers qui existent déjà? C'est une intégration organique et c'est là où, effectivement où ça rend la transformation d'autant plus pérenne dans le temps, on imagine bien. Forcément, ça a un coût. Vous l'avez évalué, j'imagine, et si vous continuez, c'est que ce coût-là, ça correspond aussi à des objectifs qui sont... Alors, Novaxia est une entreprise à mission, donc c'est vrai qu'il y a des objectifs qui ne sont pas forcément que marchands financiers. Quels sont les objectifs que vous vous donnez pour effectivement dire le jeu en vaut la chandelle? En fait, le coût, c'était vraiment le coût humain de la conciergerie, qui, petit à petit, en fait, a diminué, puisque petit à petit aussi, nous, on a intégré les compétences, puisqu'on a appris. Donc ça, c'est un point important. Après, ce coût-là, nous, on était aussi complètement prêts à l'absorber, étant donné que, vous l'avez très bien dit, on est une entreprise à mission, et donc on a intégré ça dans notre image, dans notre ADN, dans notre communication. Donc c'était un prix à payer qui était complètement acceptable et assumé et qui n'était pas non plus gigantesque. Donc ça, c'est le premier point. Et après, il y a la question des consommations sur lequel on n'a pas du tout été alerté. C'est un petit surplus, mais qui est complètement absorbable aussi dans nos charges. Quel était l'impact sur les collaborateurs ? Vous allez me dire positif, j'imagine, si vous continuez aujourd'hui. Mais j'imagine que c'est aussi un critère. C'est un élément que vous deviez surveiller avant de dire on continue. Je vous en ai parlé. Il y a eu un moment quand même de friction où en fait, ça n'a pas fonctionné. Enfin, vraiment, c'était pas possible d'avoir les deux en même temps. Donc c'est pour ça que aussi on a fait ces ajustements au fur et à mesure de la démarche. Et quel est l'impact pour les collaborateurs ? J'ai envie de vous dire qu'il y a 2 cas. Le majoritaire, c'est la neutralité. Enfin, c'est-à-dire pas l'indifférence, mais presque, parce qu'en vérité... c'est transparent pour eux. Exactement, quand ils s'en vont, il y a d'autres gens qui... Voilà, au pire, ils croisent des gens, mais il ne se passe rien de plus. Et donc, du coup, en fait, tous les lundis, on a un événement collectif pour échanger, et c'est à ce moment-là qu'on sait qu'il s'est passé quelque chose le week-end. Sinon, on ne le verrait pas. Ça ne se ressent absolument pas. Ça, c'est le premier point. Et sinon, y en a qui sont enthousiastes à cette idée-là. Je dirais que c'est, mine de rien, c'est la minorité. Mais c'est une minorité qui, par exemple, chez les commerciaux, donc ceux qui ont des clients, ceux qui doivent avoir des partenaires, sont très contents de pouvoir montrer cet aspect-là aussi de Novaxia, qui fait partie de son ADN, qui montre en fait une image innovante, parce que c'est ça qu'on a fait, on a expérimenté. Alors, vous étiez dans le cas, on va dire, le plus favorable, qui était celui de partir d'un bâtiment neuf, ou en tout cas d'une restructuration lourde d'un bâtiment existant. Vous avez aussi contribué, alors je parlais du diagnostic en lançant notre entretien, la question du diagnostic qui est importante. Vous avez contribué au développement d'un outil qui s'appelle l'Intensiscore. C'est quoi ? Comment ça marche ? Qui est derrière tout ça ? Et finalement, à quel usage c'est destiné ? Alors l'Intensiscore, avant ça, c'était un groupe de travail qui a été mené par Éléonore Slama, qui est élue au 12e arrondissement, et qui s'est fait accompagner par Paris Senco notamment. Ce groupe de travail a été rejoint par des acteurs publics et privés, notamment la direction de l'immobilier de l'État, donc quand même des gros propriétaires. La SNCF Immobilier aussi, gros propriétaire. JLL, enfin voilà, il y avait Link City, Bouygues, Imo et Novaxia. Donc déjà, la bonne nouvelle de ce groupe de travail pour nous, c'était
en fait, on n'est pas du tout seul. Parce que je vous le disais au début, quand on a commencé l'aventure, on n'avait même pas mis le mot intensité d'usage sur tout ça. Donc là, on se rend compte qu'on n'est pas seul. On est content de se dire qu'en fait, on ne fait pas ça non plus dans le vide complet, même si on aurait bien aimé les connaître avant pour avoir peut-être des astuces plus tôt. Et donc, cet IntensiScore, on l'a créé en se disant justement, on veut encourager plus de propriétaires, qu'ils soient dans l'immobilier ou pas, à développer cette démarche. Et donc, l'IntensiScore, pour vous expliquer comment ça fonctionne, c'est un espèce de formulaire qu'on remplit en 30 minutes, qui fait d'abord, qui demande en fait de diagnostiquer un peu votre bâtiment. Diagnostiquer, c'est un grand mot, c'est plutôt faire l'état de votre bâtiment. De quelles ressources vous disposez en termes immobiliers, donc mètres carrés et aussi typologie, une école, un lycée ou des bureaux. Est-ce qu'il y a un toit, est-ce qu'il y a une cave, un garage? Tout ça, ça peut être mobilisé. La deuxième partie du formulaire, ça va être quelle utilisation en temps et donc quelles ressources en temps vous avez dans ce bâtiment. Et donc là, vous allez dire dans l'année, quel mois va être le plus utilisé? Est-ce qu'il y a des mois où le bâtiment va être fermé? Typiquement, les écoles, elles en ont beaucoup. Dans la semaine, est-ce qu'il y a des jours de la semaine où ça va être fermé? Et dans la journée, voilà. Donc voilà à peu près l'échelle de temps qu'on a utilisée, qui est assez logique. Et à la fin, on va vous donner une note sur 5. Souvent, elle va être mauvaise parce que c'est normal, c'est comme ça. On a tendance à peu intensifier l'usage de nos bâtiments. C'est la règle. La moyenne, c'est à peu près entre 20 et 30%. Oui. Donc, faut pas mal le prendre quand on voit le score. Par contre, le gros avantage de cet IntensiScore, c'est qu'il va avec un guide. Et quand on a fait ce formulaire, on se retrouve avec les solutions qui sont adaptées à votre utilisation du bâtiment et à votre bâtiment. Et ça c'est assez puissant, en fait, pour s'inspirer. Alors, vous venez d'évoquer à l'instant la situation du parc immobilier français avec un taux d'usage des bâtiments qui est plutôt faible, même on peut dire très faible. Est-ce que ce constat, demain, il sera encore acceptable? Car finalement, cette question de l'usage, elle ne concerne pas uniquement le bâtiment. C'est un enjeu qui se joue à l'échelle des territoires, à l'échelle de la ville, un enjeu d'intensification des services, justement, dans la ville, un enjeu énergétique et même, tout simplement, on peut le dire, un enjeu social. Est-ce que demain, la question des usages et de leur intensification ne sera plus seulement une option, mais finalement un standard qui s'imposera aux différents acteurs du bâtiment? Mais de toute façon, si on refait le fil de l'histoire, oui. Puisque Novaxia base son fonctionnement sur le recyclage urbain et donc sur le constat que le foncier est important et est une ressource rare, et qui va se raréfier de plus en plus, oui, bien sûr, on milite, en tout cas, on encourage à ce que l'intensité d'usage devienne plus une norme. Déjà, on considère que la vacance ne devrait plus être une norme. Il faut absolument qu'on prenne ça comme une ressource. Donc ça, c'est déjà la base de notre pensée, effectivement. La question environnementale, finalement. Après, il y a aussi la question sociale. Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir une ville qui soit ouverte, inclusive, avec du lien social, avec de l'espace pour du non économique? Est-ce qu'on n'est pas content quand on va au musée? Est-ce qu'on n'est pas content quand on voit un spectacle d'art de rue qui est payé par la mairie, etc. Tout ça, c'est des moments qu'on aime. Sauf qu'on le sait, aujourd'hui, le secteur public va devoir prioriser un peu les choses, a priori, par rapport au budget qui s'amenuise. Et donc, c'est là où on peut se dire, est-ce que le secteur privé n'a pas sa carte à jouer? Est-ce qu'en mettant à disposition nos bâtiments, est-ce qu'on ne peut pas justement ouvrir un peu plus d'espace au secteur créatif, au secteur solidaire? Ça, bien sûr, c'est une vision de l'intensité d'usage. L'intensité d'usage peut aussi avoir des visées économiques. Mais en tout cas, à mon sens, on peut se dire qu'on a notre rôle à jouer quand on parle, comme nous, d'utiliser nos bureaux aux horaires où nous, on ne les utilisait pas et où on n'avait pas l'intention de faire de l'argent au départ. Alors, on l'a évoqué, Station 45, le siège social de Novaxia, c'était une restructuration lourde, on peut dire quasiment un projet neuf. Quelle
bonnes pratiques, quels retours d'expérience, quels enseignements vous avez tirés de ce projet dès lors qu'il s'agit de concevoir des bureaux, des espaces, un immeuble, dans la perspective de développer cette hybridation et cette mixité des usages? En fait, on est parfaitement bien placé aujourd'hui pour se poser surtout la question, peut-être pas des usages en même temps, mais de l'évolution de l'usage sur le temps. Et donc, quand on se récupère des bâtiments obsolètes qui ont parfois été construits dans les années 2000, donc qui ont quand même moins de 25 ans, on se dit, d'accord, là, il faut quand même qu'on anticipe l'évolution des usages. Et donc, c'est quelque chose, clairement, qui est en recherche et développement chez nous, au niveau de l'équipe développement durable, et qui se pose la question de la réversibilité. Mais parfois, ça peut être de la réversibilité légère, pas forcément des changements de destination, mais se dire plutôt, aujourd'hui, je construis un studio, ou inversement, je construis un T5, mais est-ce qu'il pourra se transformer, s'agrandir ou diminuer selon l'usage? Est-ce qu'on va devenir des plus grandes familles ou est-ce qu'on va vivre plus seuls les uns les autres? Et donc voilà, je pense qu'il y a ces questions-là qui sont complètement qui commencent à être environnées par notre équipe. Il y a les questions de co-living, ces résidences servicielles aussi, où on se rend compte que habiter et avoir un service au même endroit est de plus en plus important. Et donc oui, c'est des questions que nous, on creuse. Et l'intensité d'usage, bien sûr, en fait partie, mais c'est une des briques, en fait, à l'édifice. On a décrit ces expériences en termes très positifs. Est-ce qu'il y aurait quand même des limites aujourd'hui? Alors, vous en avez évoqué un certain nombre, sur l'idée que la superposition est difficile, que vous travaillez plutôt dans un élargissement de la temporalité. Est-ce qu'il y a quand même des limites, des points de vigilance qu'il faut tout de suite avoir en tête lorsque on réfléchit à se lancer dans une telle aventure? Bien sûr. Les limites, c'est vrai que c'est dommage de le prendre comme ça, mais déjà, je pense qu'il y a un point important. C'est de se dire que c'est OK de ne pas intensifier à 100% tous les bâtiments. Ça, c'est déjà... on peut respirer un coup et se dire que c'est pas l'objectif, mais plutôt bien cibler là où déjà il y a une intensité d'usage, et donc c'est là où il va falloir aller cibler, à mon sens. Et les limites, c'est plutôt là où... une limite, en vérité, c'est aujourd'hui, il manque peut-être, en fait, c'est plutôt qu'il y a un marché et il manque peut-être des opérateurs. Oui. Et ça, en vérité, c'est pas une limite, c'est tout un marché à saisir et donc des métiers à créer. Des métiers à créer complètement. Moi, je me dis que la conciergerie avec laquelle on a travaillé, par exemple, propose régulièrement ce service-là. Donc, il y a carrément, en fait, même des emplois à créer sur ce sujet-là ou des formations. Donc ça, c'est clair. Une culture aussi, une culture collective, où effectivement, on aime bien être chez soi et pas forcément partager. Mais ça, c'est des choses qui en sont en train de changer avec les BlaBlaCar, les Getaround. Donc, on partage notre voiture, on peut partager aussi notre logement avec un Airbnb. Pourquoi pas aller encore plus loin et partager, pourquoi pas, nos bureaux et nos écoles. Claire de la Casa, merci d'avoir partagé votre expérience. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Studio W. C'était Studio W par Workplace Magazine. Retrouvez toute l'information de l'environnement de travail sur workplacemagazine.fr.